L'un des contes les plus connus de notre époque, une histoire féerique qui fait rêver les enfants et la naissance de l'une des plus grandes entreprises de l'histoire. Bonjour à tous, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains des studios Disney. Blanche-Neige le conte et Blanche-Neige de Disney, c'est pas tout à fait la même histoire. Voici quelques différences. La reine veut être la plus belle du royaume et on voit le chasseur tuer Blanche-Neige qui n'y arrive pas, ça vous le savez. Rapporte son cœur dans cet écrin. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que la méchante reine ne veut pas seulement le cœur de la princesse, mais veut aussi son foie pour les cuire et les dévorer. Ce qui est absent de la version de Disney pour des raisons évidentes. Comme on est dans la catégorie atrocité de la reine, elle tente par plusieurs fois de tuer Blanche avant la fameuse pomme rouge empoisonnée. Elle va tenter de l'étouffer en serrant son corsage le plus possible et lui coiffer les cheveux avec un peigne empoisonné. Et ça marchera à chaque fois, jusqu'à l'arrivée des nains qui sauveront la princesse. Dans le dessin animé, Blanche est réveillée d'un magnifique baiser par le prince. C'est adorable. Mais dans le conte, c'est moins glamour. Le prince fait embarquer le cercueil qui, sur le chemin, percute une pierre qui fait déloger la pomme coincée dans la gorge de Blanche et se réveille. C'est plus réaliste. Enfin, plus qu'un baiser qui redonne vie déjà. Et allez, dernière différence rigolote. À la fin, Blanche et le prince se marient et invitent la reine à leur union. Pour enterrer les querelles du passé, me direz-vous ? Pas vraiment. Ils lui mettent des souliers de fer brûlants pour qu'elle danse au mariage jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, la chute de la falaise, c'est pas très doux non plus, vous me direz, hein. Puisqu'on parle de fin en début de vidéo, ce qui est un comble, mais bref, parlons du dénouement du dessin animé qui cache un secret que vous ne connaissez certainement pas. Alors attention, ce n'est qu'une théorie, mais cette dernière a pris une telle ampleur sur internet que je trouve ça intéressant de la partager avec vous. La théorie, le prince serait une représentation de la mort. Dit comme ça c'est bizarre, mais attendez que je vous explique. Ça relève du détail, mais ça se repère à chaque fois qu'on voit le prince. La première fois qu'on le voit dans le dessin animé, Blanche-Neige est en train de chanter et se penche au-dessus d'un puits. Quand elle aperçoit le prince, elle part en courant sans réelle raison. Alors dans le film, on peut croire que c'est la timidité, mais dans cette théorie, c'est la peur de la mort qui l'a fait partir. La mort qui serait venue la voir pensant qu'elle tomberait en se penchant dans le puits. À la fin du film, le prince vient chercher Blanche sur un cheval blanc, comme dans beaucoup de légendes où la mort est décrite en arrivant sur un cheval blanc. Autre élément, plutôt dans le film, il est dit que les nains restèrent éternellement à veiller sur le cercueil de verre de Blanche. Et d'ailleurs, dès qu'elle est réveillée par le prince, elle s'empresse de dire au revoir aux nains. Alors pourquoi restèrent-ils éternellement autour du cercueil? Dernier élément qui appuie cette théorie, le château vers lequel le prince emmène Blanche est magnifique certes, mais semble dans les airs. Personnellement, ça me fait penser au paradis. Bref, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais retournez voir le film avec cette théorie en tête et c'est troublant. Blanche-Neige et les 7 nains est le premier long métrage d'animation de l'histoire. C'est une idée extrêmement répandue et pourtant c'est totalement faux. De ce qu'on sait, il est le 4e long métrage d'animation de l'histoire puisqu'il est précédé d'El Apostol, un film muet argentin sorti en 1917, de Peludopolis, un autre film argentin de 1931, le premier dessin animé sonore notamment. Et enfin, en 1936 sort le film italien Les Avventure di Pinocchio. Mais Blanche-Neige et les 7 nains est bel et bien le premier long métrage d'animation à la fois sonore et en couleur. Allez, on peut au moins lui reconnaître cette innovation. En fait, Blanche-Neige et les 7 nains n'est même pas le premier film sur Blanche-Neige puisqu'on a eu le droit à plusieurs courts-métrages de cette histoire. Une version de la Paramount créée en 1916 sera d'ailleurs projetée l'année d'après à Kansas City où un garçon de 15 ans viendra admirer le spectacle et restera absorbé par l'histoire. 20 ans plus tard, cet adolescent sortira l'un des films les plus importants de l'histoire du 7e art. Ce garçon, c'est bien évidemment Walt Disney qui produisait ce projet fou qu'était Blanche-Neige et les 7 nains. Mais fou? Pourquoi? Allez, justement, secret suivant. La folie de Disney, c'est comme ça que les professionnels du cinéma dans les années 30 ont qualifié l'idée de Disney. Je vous explique. Dans les années 30, les films des studios Disney sont d'immenses succès. Mickey Mouse, Donald, les Silly Symphonies, avec notamment les 3 petits cochons, les productions Disney plaisent énormément. Pourtant, le studio n'est pas au top financièrement parlant. Tous ces courts-métrages ne rapportent pas ce qu'il faut pour refaire de nouveaux projets. Ça s'explique très simplement, les parts que rapportent des courts-métrages sont bien trop faibles par rapport à
ce que gagnent les exploitants des salles de cinéma. Donc en bonhomme d'affaires que l'on connaît aujourd'hui, Walt Disney veut faire évoluer sa société artistiquement et financièrement parlant et passe donc au long métrage. Et ce n'est pas facile, voire mission impossible, d'où le surnom pour ce premier projet de long métrage, La Folie de Disney. Et pour la réussite de Blanche-Neige et les 7 nains, Walt Disney ne fait pas semblant. Il investit une grande partie de sa fortune personnelle jusqu'à hypothéquer sa maison. Le budget initial de 250 000 $ passe à 1,4 million de dollars. Il engage à peu près 700 personnes pour ce projet qu'il terrorise pendant près de 4 ans pour le mener à bien. Ouais, on peut bien parler de folie pour ce film. Et pourtant, le public est conquis dès les premières images. Et le film a rapporté jusqu'à aujourd'hui plus de 400 millions de dollars. À sa sortie, il comptabilise près de 20 millions de spectateurs et devient le film préféré de tous les enfants à travers le monde, et notamment celui de quelqu'un très étonnant. Blanche-Neige et les 7 nains est le film préféré de... bon, on va lui trouver un nom pour pas se faire embêter par YouTube, on va dire le méchant à la moustache. Voilà, on s'accorde là-dessus. On recontextualise. À la sortie de Blanche-Neige et les 7 nains en décembre 1937, le méchant à la moustache est au pouvoir en Allemagne. Le Troisième Reich prépare ses invasions de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, et en suivant bien sûr la Deuxième Guerre mondiale et les horreurs que nous connaissons tous. Pourtant, de manière très étonnante, un produit américain plaît beaucoup aux méchants à la moustache, Blanche-Neige et les 7 nains. Mais RKO, la société de distribution du film, est à l'origine de beaucoup de films anti-nazis, et les films de cette firme sont donc logiquement interdits en Allemagne à cette époque. Roy Disney, le frère de Walt, se serait donc rendu en Allemagne auprès de Goebbels, le ministre de la propagande, afin d'y assurer la promotion du film. Dès la projection, Blanche-Neige et les 7 nains devient le film préféré du méchant à la moustache, et il le visionnera jusqu'à son dernier jour sur Terre. Vous ne regarderez peut-être plus ce film pareil maintenant. Pour compenser, on peut dire que durant la guerre, Disney a collaboré avec l'armée américaine afin d'apporter la force nécessaire aux Alliés pour aller chercher la victoire finale contre le régime nazi. Lucy Dollen est la voix française de Blanche-Neige lors du deuxième doublage en 1962. Pour ceux qui ne le savent pas, les vieux Disney ont été redoublés une voire 2 fois compte tenu de l'évolution de la qualité du son. Je disais donc, Lucy Dollen devient en 1962 la nouvelle voix française de la princesse, notamment aux côtés de Claude Jansac qui doublait la méchante reine. 30 ans plus tard, lors de la commercialisation de la VHS de Blanche-Neige, Lucy Dollen intente un procès contre la firme aux grandes oreilles pour non-paiement de droits d'auteur. Je voudrais savoir si les enfants... En effet, jusqu'alors, elle n'avait été rémunérée que pour la diffusion du film au cinéma et pas sur son exploitation vidéo. Au-delà du film, Lucy Dollen était connue comme l'excellente interprète du fameux « Un jour mon prince viendra ». Un jour, mon prince viendra. Cette action jugée importante pour l'ensemble du monde du doublage portera ses fruits, puisque le tribunal ordonna à Disney et à Buena Vista de verser 100 000 francs à Lucy Dollen et 30 000 de plus pour dédommagement car son nom n'apparaît pas sur le générique de la cassette. Après ça, Disney a supprimé sa voix de Blanche-Neige et les 7 nains en 2001 pour tout redoubler entièrement le film sans elle. La société a d'ailleurs fait pareil pour les autres Disney où elle apparaissait, comme dans La Belle et la Bête ou encore Le Livre de la Jungle. Les plus jeunes n'ont pas grandi avec la voix de Lucy Dollen car elle a disparu des DVD et des Blu-ray. Mais pour ceux de ma génération et plus vieux encore qui ont vu ces Disney des centaines de fois sur VHS, il y a un réel attachement avec cette version de Blanche-Neige. Donc savoir qu'elle a réussi à faire valoir ses droits, ça fait plaisir. Bon, faites de beaux rêves. Vous aussi, princesse. Après la sortie du film, les nains ont fait l'unanimité auprès du public, si bien que les spectateurs réclament plus de projets avec leurs 7 personnages favoris. Et ça, les gouvernements l'ont compris rapidement. Plusieurs courts-métrages ont vu le jour en partenariat avec les institutions, notamment une série de 4 petits films du gouvernement pour participer à l'effort de guerre avec les nains qui investissent leurs pierres précieuses. Nous, on veut vous parler d'un autre, celui de 1943 appelé The Winged Scourge, littéralement le fléau ailé. Un film en collaboration avec le coordinateur du Bureau des Affaires interaméricaines afin de prévenir contre la malaria. C'était une maladie très contagieuse à cette époque-là, surtout sur le continent américain et transmissible notamment par les moustiques. Vous voyez le lien avec le titre du film ? Public enemy number one.
Anopheles, the malaria mosquito. Le court-métrage. Eh bien, après une longue introduction pour expliquer comment la maladie se propage et les dégâts qu'elle amène avec elle, les nains sont appelés par le narrateur. Ils vont donc s'occuper de nettoyer les marais, limiter les eaux stagnantes ou encore créer des moustiquaires. Toujours avec une multitude de gags et Simplet qui fait n'importe quoi. C'est assez efficace pour éduquer les enfants notamment. Ils voient leur personnage favori agir contre la maladie, ce qui va leur donner envie de faire pareil. Sur internet, il est qualifié de court-métrage de propagande, ce qui n'est pas faux, mais à l'époque, The Winged Scourge est un vrai succès. Aujourd'hui, ça nous choquerait d'avoir un film comme ça, je pense. Imaginez si un dessin animé ultra populaire auprès des enfants venait leur expliquer les gestes barrières contre le Covid. Ça me paraît infaisable. Il ne faut utiliser que des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation. Ah, j'ai rien dit alors, on perd pas les bonnes habitudes à ce que je vois. Certaines idées ou pistes de scénario n'ont pas été développées par Disney. Par exemple, la mère de Blanche-Neige devait apparaître dans le film, devait mourir en accouchant de Blanche, ce qui aurait pu être une bonne idée et renforcer la solitude de la princesse par la suite. Le prince, quant à lui, devait avoir plus d'importance avec d'autres scènes comme une sérénade à la mandoline. Il devait aussi avoir un baiser proche du puits avec Blanche, aller en prison. Bref, son personnage aurait pu être bien plus étoffé que dans la version finale. Toujours en parlant du prince, la reine devait tenter de le noyer, ce qui n'aurait pas fini de rendre la reine terrifiante, même si elle est déjà pas mal. Les nains vont la croire morte. Ils vont l'enterrer vivante. Le chasseur torturé, des scènes de Blanche enfant, d'autres gags avec les nains, vous comprenez bien que beaucoup de scènes, sûrement très bonnes, ont dû être sacrifiées pour la cohérence et le rythme du film. Et tant qu'on parle d'idées qui n'ont pas vu le jour, parlons de scènes qui existent mais qui ne sont pas dans le film. Il existe deux scènes coupées du film dont on a la connaissance grâce à l'excellent boulot de restauration et de conservation des croquis. La première scène, ce sont les nains qui se creusent la tête pour faire un cadeau à Blanche-Neige. Une couronne, une harpe dorée, un carrosse, mais rien ne trouve vraiment grâce à leurs yeux. L'un des nains suggère donc de lui offrir un lit. Vous vous en doutez, c'est Dormeur. Et là, tout le monde tombe d'accord. Enfin, sauf Grincheux, bien entendu. Après s'être réparti les tâches, le travail commence sous les yeux des animaux de la forêt. La deuxième scène, c'est celle de Blanche qui prépare une soupe pour les nains. Ces derniers mangent n'importe comment tout en chantant en chœur. La princesse leur apprend donc à manger comme des gentlemen, mais dans cette entreprise visiblement désespérée, Simplet avale la cuillère. Les nains se mettent donc tous à essayer de lui extraire la cuillère jusqu'à ce que Joyeux lui mette un coup de pied aux fesses et fasse sortir l'objet de sa bouche. Ces deux extraits ralentissaient l'histoire selon Walt Disney qui décida de les enlever du produit final. Mais ces scènes ont bien failli être utilisées dans un autre projet qui a d'ailleurs été découvert lors de la réédition de 2001. On en parle dans le dernier secret. Il existe une suite à Blanche-Neige? Non, c'est pas possible, on en aurait entendu parler. Eh bien, figurez-vous que ça a bien failli exister. En 2001, Disney a remasterisé Blanche-Neige et les 7 nains pour un format DVD. Ça, on vous en a parlé plus tôt, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est l'incroyable trésor de cinéma qui a été découvert à ce moment-là. Dans une grande pièce remplie de millions d'archives de l'histoire des productions, les animateurs et créateurs sont tombés sur des documents remarquables. Un nouveau projet incluant, vous l'aurez compris, les deux scènes coupées du film original dont je vous ai parlé juste avant. Le nom de cette suite, Blanche-Neige Returns. Bon, ils ne se sont pas foulés sur le nom. On va le résumer brièvement pour vous. Ce court-métrage, c'était tout simplement l'histoire de Blanche qui vient faire sa visite annuelle aux nains. À cette occasion, il décide de lui faire un beau cadeau. Arrive donc la fameuse scène coupée de la confection du lit. À peine le lit fini, les nains sentent une odeur appétissante titiller leurs narines. Le doux fumé les amène jusqu'à leur maison et les nains voient Blanche en train de préparer la soupe. Ils sont ravis de la revoir. Vous l'avez compris, c'est le moment de la seconde scène coupée, celle de la soupe, extrait taillé pour ce projet puisqu'on ne voit pas Simplet avaler la cuillère dans les storyboards. Les nains veulent donc montrer la surprise à Blanche-Neige et partent chercher le lit, mais au moment de le soulever, impossible de le déplacer. En effet, les nains ont oublié de scier les troncs qui sont toujours bien enracinés. La nuit tombée, quand ils arrivent enfin à revenir à la maison, Blanche-Neige s'est endormie à travers les lits collés des nains. Pour ne pas la réveiller, ils vont donc dormir dans le lit qu'ils ont fabriqué. On ne sait pas vraiment pourquoi ce projet ne vit pas le jour, mais c'est formidable de voir de telles images de nos jours, de vrais morceaux d'histoire. Blanche-Neige, c'est vraiment un film rempli de secrets. Il y en a énormément qu'on n'a pas pu évoquer et qui sont tout aussi intéressants. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et c'est la nouveauté sur TikTok. Comme nos shorts et nos reels sur Insta, on vous met des versions condensées de nos 10 secrets, mais aussi des analyses de musique. La 7ème production sur TikTok, on vous y attend. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut!